Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Les familles des militaires enlevés par les djihadistes à El Sel bloquent une nouvelle fois des routes pour réclamer la libération de leurs proches alors que les négociations sont dans l'impasse. Assemblée générale des Nations Unies, la délégation libanaise menée par Tamam Salam et Gebran Bassil veut mettre le Liban sur la carte des préoccupations internationales. Des camps vont être aménagés pour les réfugiés syriens au Liban malgré les désaccords politiques. Voilà l'annonce faite par le ministre de l'Intérieur. Plus d'1 million de Syriens ont trouvé refuge dans le pays du Cèdre. Et puis à suivre également dans cette édition, 3e nuit consécutive de frappe de la coalition internationale contre l'organisation de l'État islamique en Syrie. Le Parlement britannique s'apprête à voter en faveur d'une participation à l'offensive en Irak. Les proches des militaires libanais enlevés par les djihadistes ont une fois de plus bloqué les routes de Dahr el-Ahmar, la Shaya ainsi que celle de Dahr el-Baïdar ce vendredi. Une nouvelle manifestation alors que les soldats et agents des forces de sécurité intérieure sont retenus depuis près de 8 semaines par l'organisation de l'État islamique et le Front al-Nusra. 3 d'entre eux ont déjà été assassinés, dont 2 par décapitation. Les négociations sont au point mort. L'émissaire syrien mandaté par le Qatar pour négocier la libération des otages n'est toujours pas revenu au Liban. Depuis l'engagement militaire du Qatar aux côtés de la coalition internationale, la médiation qatari semble sérieusement compromise. Les autorités libanaises se sont donc tournées vers la Turquie, mais Ankara s'est jusqu'à présent montré réticent. Leurs ravisseurs réclament la libération de détenus islamistes dans la prison de Loumié, ainsi que le retrait des combattants du Hezbollah de Syrie. L'armée libanaise a déjoué cette nuit une tentative d'infiltration d'éléments armés à El Sel dans la Bekaa. Ces hommes venaient des hauteurs surplombant la ville. Pour bloquer leur avancée, l'armée a eu recours à l'artillerie et à des fusées éclairantes. Par ailleurs, le frère d'un journaliste libanais de l'Al-BC, basé à Zahle, aurait disparu. Sa famille dit avoir perdu contact avec lui jeudi. La voiture de Khodr Darwish, âgé de 30 ans, a été retrouvée à Tibet, à Bralbach. Plusieurs Libanais et ressortissants arabes ont récemment été victimes d'enlèvements contre rançon dans un contexte sécuritaire extrêmement tendu. Le ministre de la Santé appelle à un échange de prisonniers pour assurer la libération des militaires. S'exprimant depuis la Shaya, Wael Boufaoul estime que c'est la seule solution pour préserver la sécurité de la nation. Il a lancé cet appel au nom de Walid Jumblat qui avait envisagé il y a plusieurs jours déjà l'option d'un échange des militaires libanais contre les détenus islamistes. C'est dans ce contexte que Boufaoul a exhorté la justice libanaise à accélérer les procès des détenus islamistes. Samir Jaja, pour sa part, estime qu'il n'y a que 2 options pour obtenir la libération des otages, soit une décision gouvernementale claire qui exigerait le retrait immédiat du Hezbollah de Syrie, soit une décision de lancer une opération militaire directe pour tenter de libérer les otages par la force. Mais cette deuxième option nécessite une coopération totale avec la coalition internationale pour avoir des chances de réussir. Selon le chef des forces libanaises et candidat à la présidentielle, tout ce que le gouvernement est en train d'entreprendre ne mènera à rien. L'Assemblée générale des Nations Unies qui se tient en ce moment à New York, l'occasion pour la délégation libanaise de mettre le Liban sur la carte des préoccupations internationales. Le Premier ministre Tamam Salam, accompagné de son chef de la diplomatie, Gebran Bassil, veut profiter pour multiplier les appuis internationaux au Liban sur les plans militaires, économiques et bien sûr politiques. Ils se sont entretenus avec la délégation russe menée par le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Autre rendez-vous prévu, la rencontre du groupe de soutien au Liban. Des entretiens bilatéraux avec notamment le président iranien avant le discours de Tamam Salam ce soir devant l'Assemblée générale. Nohad El-Machnouk a annoncé que le ministère de l'Intérieur va procéder à l'aménagement de camps pour les réfugiés syriens au Liban. Et cela malgré l'absence d'unanimité sur le sujet. Selon lui, il n'y a toujours pas de camp en raison de conflits politiques sur la question et des souvenirs amers relatifs aux camps palestiniens. Le Liban, qui accueille plus d'1,1 million de réfugiés syriens sur son territoire, n'est toujours pas parvenu à trouver une solution à cette crise. Début septembre, le ministre des Affaires sociales avait annoncé que le gouvernement Salam était déterminé à construire des camps pilotes pour les réfugiés à titre d'essai en territoire libanais, mais au niveau de la frontière avec la Syrie.
Toutefois, l'aménagement de ces camps est contesté par certaines partis politiques, notamment pour des raisons sécuritaires, à savoir la difficulté de contrôler une éventuelle présence d'éléments armés dans les camps. La présidentielle est la priorité du parti Kataeb. Une déclaration signée Amin Gemayel lors d'un point de presse ce matin au siège central du parti à Saïfi. Il a de nouveau fustigé la vacance à la présidence, rejetant la tenue d'une séance législative de la Chambre pour traiter des dossiers urgents. Selon le chef du parti Kataeb, tout propos sur une législation avant la présidentielle légitimerait la vacance à la tête de l'État. Faute d'accord entre les blocs parlementaires, la présidence est vacante depuis le 25 mai, date de la fin du mandat de Michel Sleiman. Une 14e séance a été fixée au 9 octobre. Pour Amin Gemayel, la vacance est une atteinte à la Constitution et au pacte national, ainsi qu'au principe de participation à la base de la nation libanaise. Il a ainsi assuré que ses députés n'assisteront à aucune séance qui ne sera pas dédiée à l'élection présidentielle. 2 agents des FSI kidnappés cette nuit dans le quartier de Babete Bene à Tripoli ont été relâchés. Membres de la brigade antidrogue, ils effectuaient une patrouille en tenue civile lorsqu'ils ont été enlevés. Ce rapt intervient au moment où la capitale du Liban Nord connaît de fortes tensions, notamment à cause d'incidents sporadiques contre les communautés religieuses, ainsi qu'en raison du dossier des militaires enlevés. L'armée a mené plusieurs perquisitions dans les milieux des réfugiés syriens. Le Danemark va se rejoindre à la coalition internationale qui mène depuis 3 jours une offensive contre l'organisation de l'État islamique en Irak et en Syrie. Copenhague a annoncé le déploiement de 7 avions de combat F-16 en Irak. Une annonce qui intervient alors que les États-Unis et leurs alliés arabes ont lancé de nouvelles frappes aériennes contre l'EI en Syrie, notamment contre des installations pétrolières sous contrôle du groupe. Les djihadistes revendent le pétrole en contrebande à des intermédiaires des pays voisins, tirant, selon des experts, des bénéfices pouvant aller de 1 à 3 millions de dollars par jour. Depuis leur début mardi, les frappes ont tué près de 150 djihadistes, en majorité des étrangers. Sauf coup de théâtre, les députés britanniques vont voter en fin d'après-midi en faveur d'une participation de leur pays au raid en Irak contre les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Pour le Premier ministre britannique, si elle est autorisée, cette intervention prendrait des années. David Cameron a cependant assuré qu'il n'y aura pas de troupes britanniques ou occidentales sur le sol en Irak. Les frappes de 6 tornados britanniques déployés dans la région pourraient intervenir dès ce soir. Il y a presque 13 mois, souvenez-vous, le Premier ministre avait subi un sérieux revers quand les députés britanniques avaient recalé son projet de frappes aériennes en Syrie. Mais l'irruption de djihadistes qualifiés de barbares et décapitant entre autres un otage britannique a changé la donne. Y a-t-il des projets d'attentats contre les métros américains et français en réaction aux frappes aériennes contre l'EI en Irak? C'est en tout cas ce qu'a indiqué le Premier ministre irakien Haïdar el-Abadi à des journalistes en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Plus tard dans la soirée, Paris et Washington ont affirmé ne disposer d'aucune information confirmant cette déclaration. Les autorités françaises ont cependant renforcé leur vigilance. Un conseil de défense s'est réuni hier à l'Élysée où un appel à la prudence a été communiqué. Les patrouilles de police et de militaires vont être multipliées et les accès aux gares et aux grands magasins vont être contrôlés en attendant une loi renforçant la lutte contre le terrorisme et le départ de djihadistes vers la Syrie ou l'Irak. Autant de mesures de précaution depuis l'assassinat de l'otage français Hervé Gourdel en Algérie. Et puis à New York, le chef de la police a annoncé un renforcement des mesures de sécurité. L'assassin des journalistes américains James Foley et Steven Sotloff a été identifié. C'est ce qu'a annoncé le directeur du FBI, sans pour autant dévoiler son nom. Le meurtrier s'exprimait avec un accent britannique, le visage dissimulé sur les vidéos de ces meurtres par décapitation revendiquées par les djihadistes de l'État islamique. Le FBI refuse de donner plus d'indications sur l'identité ou la nationalité du bourreau de Foley et Sotloff. Dans un instant, Anders Fogh Rasmussen fait ses adieux à l'OTAN à quelques jours de la fin de son mandat de secrétaire général. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info du 16h40. Anders Fogh Rasmussen fait ses adieux à l'OTAN, dont il a été secrétaire général pendant plus de 5 ans. Pour sa dernière apparition publique, il a déposé une gerbe au mémorial en hommage aux soldats décédés durant les opérations de l'OTAN dans la cour d'honneur du siège bruxellois de l'Alliance. L'ancien Premier ministre danois, qui était accompagné par son épouse, n'a fait aucune déclaration.
Rasmussen a ensuite présidé son dernier Conseil de l'Atlantique Nord qui réunit les ambassadeurs des 28 pays membres. Son mandat expire officiellement le 30 septembre. Son successeur, l'ancien Premier ministre norvégien Jens Stoltenberg, entrera en fonction le lendemain, le 1er octobre. La France veut limiter le droit de veto des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU en cas de crime de masse. Laurent Fabius a relancé le débat lors d'une réunion consacrée à cette question en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Objectif, obtenir un engagement des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de la Chine et de la Russie à ne pas recourir au veto lorsque des crimes de masse sont commis, tels que des génocides, des crimes contre l'humanité ou encore des crimes de guerre. Pour Paris, qui s'appuie sur l'exemple syrien pour pousser son initiative, il s'agit d'éviter la paralysie. Opération reconquête de Nicolas Sarkozy auprès des militants UMP. L'ancien président français a tenu dans une ville de la banlieue de Lille sa première réunion publique depuis l'annonce de sa candidature à la présidence de l'UMP, avec évidemment l'élection présidentielle de 2017 en ligne de mire. Un premier meeting qui intervient 2 ans et demi après son échec au second tour de la présidentielle face à François Hollande. Sarkozy estime que c'est le début d'une longue marche au service de la France. Acclamé par quelques 5000 partisans, il a entamé son discours par un appel à l'unité nationale et 1 minute de silence en hommage à l'otage français exécuté Hervé Gourdel. Ce n'est qu'après que le volet politique a commencé. On l'écoute. Je dénonce solennellement l'alliance objective autant que scandaleuse entre le Parti socialiste et le Front national. Madame Le Pen a fait de moi sa cible privilégiée depuis des années. Je n'ai aucune leçon à recevoir de celle qui, en 2012, a donné un fameux coup de main à son ami François Hollande. C'est la vérité. Cette vérité dérange, mais elle doit être entendue. La présidence dite normale, on imagine ce que cela aurait été si elle ne l'avait pas été. Le comportement exemplaire des ministres, le président qui ne se mêlera pas de tout, la vie privée qui ne devra pas interférer avec la vie publique. La façon dont les Français furent montés les uns contre les autres fut une grave erreur qui entachera durablement le quinquennat de M. Hollande. Je ne veux pas que nous blessions à notre tour par nos propos, par nos comportements, par notre énergie, ceux qui ne pensent pas comme nous. Il a pu m'arriver de le faire dans le passé. Eh bien, je le regrette. J'ai appris, j'ai retenu, j'ai compris qu'au moins l'expérience et l'âge soient de bons prétextes à chercher à s'améliorer. Direction l'Afghanistan et près d'une centaine de morts en 5 jours. Voilà le bilan de l'offensive de grande ampleur lancée par les talibans au sud-ouest de Kaboul, la capitale. Un district entier de la province de Ghazni pourrait tomber entre les mains des insurgés afghans. Les autorités provinciales ont appelé le gouvernement central à l'aide, mais Kaboul, où le président élu Ashraf Ghani n'a pas encore pris le relais de Hamid Karzai, n'a pas encore envoyé de renforts. Et pour finir, à l'occasion de la Beirut Art Fair qui s'est tenue la semaine dernière, le musée Robert Mawad a reçu les représentants de la galerie Adler Subashok, l'une des plus grandes galeries d'art contemporain de Bangkok. Les invités ont pu admirer une présentation visuelle de la galerie, ainsi que les œuvres de l'artiste Zina Edelbi, une des rares femmes calligraphes fascinées depuis l'enfance par les monogrammes des sultans ottomans. La galerie Adler Subashok a pour mission première de promouvoir les travaux d'artistes thaïlandais et internationaux auprès des collectionneurs. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les familles des militaires enlevés par les djihadistes à El Sail bloquent une nouvelle fois des routes pour réclamer la libération de leurs proches alors que les négociations sont dans l'impasse. Assemblée générale des Nations Unies, la délégation libanaise menée par Tamam Salam et Gebran Bassil veut mettre le Liban sur la carte des préoccupations internationales. Des camps vont être aménagés pour les réfugiés syriens au Liban malgré les désaccords politiques. Voilà l'annonce faite par le ministre de l'Intérieur. Plus d'1 million de Syriens ont trouvé refuge dans le pays du Cèdre. Et puis, 3e nuit consécutive de frappe de la coalition internationale contre l'organisation de l'État islamique en Syrie. Le Parlement britannique s'apprête à voter en faveur d'une participation à l'offensive en Irak.
Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et très bon week-end.